Bonjour à toutes et à tous, je suis Blandine Calcieux-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Ce Hub des Territoires, il a été créé il y a un peu plus de 2 ans pour incarner en fait la dimension écosystème de la Banque des Territoires. C'est un lieu, c'est même un dispositif hybride, à la fois physique et digital. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent à distance cet après-midi. Et donc, c'est un dispositif qui est résolument tourné vers l'externe, c'est-à-dire vers nos partenaires, mais toujours au service, au bénéfice de nos clients. Le Hub, il va réunir et animer les écosystèmes d'intervention de la Banque des Territoires, favoriser la collaboration publique-privée, inspirer les réussites territoriales et fournir des clés pour accélérer la transformation des territoires. Alors, notre programmation est riche, à la fois des événements, des ateliers, même des résidences de start-up, et puis des cycles d'événements. Et justement, aujourd'hui, nous poursuivons un de ces cycles avec le troisième événement de notre cycle eau, en partenariat avec Aquagir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire juste quelques mots sur Aquagir, qui a été lancé en juillet dernier, ici même, et qui naît d'une volonté commune entre la Banque des Territoires et 5 partenaires, et notamment l'ANEB, qui est présent aujourd'hui avec nous ici même, donc avec l'ANEB, le BRGM, le Cercle français de l'eau, les pôles de compétitivité de l'eau, l'Union des industries et des entreprises de l'eau. Et on avait donc une volonté commune de travailler sur le sujet de l'eau dans les territoires et d'aider au mieux les collectivités face à l'ampleur des défis qu'elles rencontrent. Collectivement, on a partagé un certain nombre de constats et on a décidé d'y répondre avec Aquagir, qui est un parcours d'accompagnement de bout en bout pour les collectivités. Alors concrètement, ce collectif s'incarne dans un site internet aquagir.fr et je veux bien qu'une personne de l'équipe mette le petit lien vers le site dans le chat Teams. Et donc aquagir.fr avec un contenu très riche, à la fois des propositions d'action, des retours d'expérience, des articles et une place de marché. Et justement, la séquence de cet après-midi, elle s'inscrit dans cette volonté, dans notre volonté de vulgarisation des problématiques liées à l'eau et à la diffusion des meilleures pratiques. Donc concrètement, c'est donc un cycle de 5 événements qui vont tous traiter du sujet de l'eau au travers de différents prismes. Le premier qu'on a organisé, c'était le 16 janvier dernier sur la gouvernance et la maîtrise des usages dans les territoires. Le second sur les infrastructures et l'adaptation au changement climatique le 6 février. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les replays sur le site du Hub des Territoires. Le prochain, le 14 mars, traitera des enjeux spécifiques au territoire d'outre-mer. Et enfin, le dernier, le 2 avril, la prévention des risques et les solutions fondées sur la nature. Aujourd'hui, notre thématique, c'est la gouvernance. Quelle gouvernance pour préserver la ressource en eau, notamment en termes de qualité ? En effet, comme on le sait bien, le changement climatique provoque par effet de dilution en fait, la concentration des pollutions. Il a à la fois des conséquences néfastes sur la quantité des ressources en eau, mais aussi sur la qualité. Et cette évolution, à la fois en termes de quantité et de qualité de la ressource, implique de mettre en œuvre des actions concertées et des politiques audacieuses pour la préserver. Donc il faut, en d'autres termes, repenser et adapter nos modes de gouvernance. Aujourd'hui, justement, nous vous proposons de découvrir les leviers à la main des collectivités pour notamment préserver les espaces de captage, pour assurer la qualité de l'eau potable et travailler en amont avec les usagers pour limiter leurs impacts sur la qualité de l'eau. Il existe vraiment une pluralité de réponses possibles à mettre en place. Alors par exemple, je peux vous citer un projet qui est mis en lumière sur le site aquagir.fr, qui est mené par une collectivité, la commune de Chancenay, où l'achat d'un terrain agricole a permis de sécuriser une zone de captage d'eau potable. Pour protéger la ressource en eau et garantir sa qualité, la commune a fait l'acquisition d'un terrain de quelques hectares situé dans le périmètre dit de protection éloignée du point de captage de la nappe phréatique. Et cette surface agricole, qui est implantée sur le bassin donc, d'alimentation de captage d'un des 2 points de forage de la ville, a été ensuite attribuée dans le cadre d'un bail de fermage à un agriculteur qui est soumis désormais à des contraintes d'exploitation, lui interdisant notamment toute utilisation de produits phytosanitaires. Donc c'est une opération qui a vraiment permis de concilier du coup activité agricole et respect de l'environnement.
En complément de cet exemple, je peux également citer notre offre de consignation environnementale qui va permettre justement de préempter des aires de points de captage d'eau. La consignation va servir à mener à bien la procédure et permettre à la collectivité ou son délégataire de prendre possession des terrains même s'il y a des désaccords ou des blocages. Et ça a été mis en place, par exemple, dans le cas d'une opération d'aménagement menée par l'EPTB Seine-Grand Lac, plus spécifiquement pour un projet d'aménagement permettant de retenir une partie de l'eau de la Seine en cas de crue majeure, grâce notamment à la construction d'une station de pompage et d'une digue. Et afin de mener à bien ce projet, justement, des parcelles de terrain ont dû faire l'objet d'une expropriation dont les fonds ont été consignés à la Caisse des dépôts. Au-delà de ces deux illustrations, notre objectif aujourd'hui est de partager ensemble les principaux enjeux liés à la gouvernance dans un objectif de meilleure préservation de la ressource en eau. Notamment, comment impliquer les usagers? Quel impact cette ouverture a-t-elle sur la gouvernance? Comment fédérer dans les territoires autour de cet enjeu majeur? Quelle gouvernance pour adresser une réponse intégrée et concertée, embarquant tous les usages? Nous répondrons donc à ces questions tout à l'heure avec l'ensemble de nos intervenants et à travers notamment l'illustration d'un cas concret qui sera abordé lors de la table ronde, celui du SIEP de Santerre, syndicat intercommunal d'eau potable. Il assure, en lieu et place des communes membres, l'exploitation du service public de l'eau potable comportant la production, le transfert, le stockage et la distribution. Et il travaille depuis plusieurs années sur des opérations de reconquête de la qualité de l'eau. Ces échanges seront suivis d'une série de pitchs de porteurs de solutions prêts à jouer un rôle clé dans la concrétisation de projets ambitieux à travers les territoires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon événement et à vous encourager bien évidemment à vous inscrire aux 2 prochains événements de notre cycle. Vous pourrez trouver toutes les infos donc sur notre site Hub des Territoires et dans le fil de conversation Teams. Et maintenant, je laisse bien sûr la parole pour le cadrage des enjeux à Pavlina Novotny, chargée de mission Aquagir, qui va animer cette séquence, ainsi qu'à Bruno Forel, président de l'ANEB et président du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Merci Blandine. Bonjour à tous, à toutes. Donc j'accueille Bruno Forel qui est à distance. Bonjour Bruno Forel, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends super. très bien. Bonjour. Alors déjà, vraiment, je tiens à vous remercier parce que je tiens à dire que vous avez remplacé Frédéric Molossi, coprésident de l'ANEB, qui devait intervenir, qui est malheureusement souffrant, et vous l'avez remplacé au pied levé, au pied très très levé, parce qu'on l'a appris il y a 2 heures. Donc vraiment, d'où le fait que vous soyez à distance. Donc vraiment, un grand merci. Désolé, oui. Alors, Bruno Forel, pourquoi la question de la gouvernance est-elle aujourd'hui centrale lorsque l'on parle de gestion des eaux? Bien, écoutez, même dans la petite introduction qui a été fort bien faite des échanges que nous avons, il a été mis en valeur le rapport qu'il y a entre l'agriculture, la qualité et la quantité de l'eau. C'est un petit exemple et saisi là sans préméditation, qui montre avec clarté que s'il y a un élément dans notre environnement et dans notre biotope et nos nécessités de vie qui est transversal, c'est bien l'eau. Ce n'est pas le seul, l'air aussi bien sûr, mais l'eau est éminemment transversale. Et les difficultés que nous rencontrons, les évolutions que nous avons à gérer nous montrent qu'il nous faut embrasser cette question de transversalité. Or, les gouvernances que nous avons jusqu'aujourd'hui établies sur ce sujet de l'eau manquent sans doute de cette capacité à embrasser les problèmes de manière transversale. Et donc, il nous faut repenser ces gouvernances pour que l'ensemble des acteurs et l'ensemble des paramètres qui vont influer sur la quantité, sur la qualité de l'eau, puissent être mobilisés et fassent l'objet d'une concertation et d'une intelligence collective. Voilà, je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il nous faut repenser aujourd'hui la gouvernance de l'eau. Alors, penser la gouvernance, c'est aussi s'interroger sur l'échelle à laquelle elle doit s'exercer. Quelle est, selon vous, l'échelle la plus pertinente et pourquoi? Bien là encore, une des qualités ou des particularismes de cet élément eau,
c'est la manière dont cet élément interagit avec le territoire, avec ces éléments d'aménagement, son relief naturel et les installations que nous avons mises en place au fur et à mesure du temps. Ce qui veut dire que nous devons prendre en compte cette dimension particulière de l'eau et adapter nos périmètres de gestion à son périmètre, comment on peut dire, de développement ou d'existence dans notre biotope. Autrement dit, le bassin versant, qui depuis très longtemps est utilisé à des grandes échelles, doit être décomposé pour vérifier que à chaque bassin versant, à chaque unité effective et fonctionnelle de l'eau, nous avons une gouvernance correspondante. Inutile de débattre de l'utilisation, je reprends le petit exemple d'introduction, inutile de débattre de l'utilisation culturelle d'une parcelle si cette parcelle n'est pas en rapport immédiat et direct avec le bassin versant dont on s'occupe. Ce qui est essentiel, c'est que la gestion des terres agricoles, la gestion des aménagements du territoire soit gérée, pensée, échangée à des niveaux qui sont cohérents avec les niveaux fonctionnels de l'eau sur ce même territoire. Et c'est ce que nous avons à observer. Donc, pas de définition définitive, pas de capacité de dire ce sera comme ça sur la France entière. L'eau ne se comporte pas de la même manière dans la Somme, dans ces grandes plaines ou avec des grands fleuves qui s'étendent sur des centaines de kilomètres, et puis dans le Causse ou dans un territoire comme le mien qui est un territoire de montagne. Il faut que chaque territoire comprenne bien comment l'eau fonctionne et qu'il adapte ses méthodes de gestion et qui réunissent autour de la table ceux qui sont concernés par cette échelle. Donc, pas de définition d'échelle a priori, mais une définition, je dirais, d'une échelle à déterminer selon cette règle, comment l'eau fonctionne sur mon territoire. À l'échelle locale, justement, quelles instances et quels outils permettent d'ores et déjà de mettre en place des actions concrètes, notamment en faveur de la préservation de la qualité de la ressource, et qui, dans un même temps, s'assurent de la prise en compte de tous les usagers de l'eau, pardon. Eh bien, je crois qu'il est clair, hein, il y a des débats dans certains des territoires sur ces sujets-là, après des dernières évolutions législatives. Mais bien sûr, ceux qui s'occupent au premier chef d'apporter de l'eau, et notamment de l'eau potable, de l'eau utile à l'industrie, à toutes les activités humaines, ce sont les distributeurs d'eau, ceux qui en sont les apporteurs. Et donc, c'est bien les collectivités territoriales ou les délégations qu'elles ont pu faire, ou avec leur mode d'organisation, qui s'occupent de ça au premier chef. Cependant, on l'a dit, l'ensemble de cette question est transversale. Et vous ne serez pas surpris que le président de l'ANEP vous explique qu'il y a un endroit où il est important de se retrouver tous ensemble pour que cette transversalité soit mise en place. Ce sont les clés, les commissions locales de l'eau, et qu'ils puissent se produire un SAGE, un lieu, et un lieu où on consigne les décisions qu'on a pu collectivement prendre et où on peut réunir tous les acteurs, les agriculteurs, les industriels, les usagers, les gens qui s'occupent de distribuer l'eau potable, les gens qui l'assainissent, et puis les gens qui s'occupent de faire en sorte que le territoire soit favorable à la présence de l'eau à travers ce qu'on appelle à tort, mais ce qu'on peut bien pratiquement appeler le grand cycle de l'eau. Donc pour moi, les commissions locales de l'eau, telles que le plan eau le propose d'ailleurs, qui puissent s'établir sur la totalité du territoire, c'est une solution de base, une solution importante pour que cette conciliation existe. Et après, évidemment, vous ne serez pas surpris d'entendre de ma bouche que pour moi, la mise en place d'établissements publics de bassins qui permettent les actions et les coordinations entre les différents acteurs soient mises en place le plus rapidement possible sur l'ensemble du territoire pour que les élus puissent avoir des moyens et des outils d'action qui soient à l'échelle du problème, c'est-à-dire à l'échelle des bassins versants. Au-delà de la question de la quantité, il y a la question de la qualité de la ressource en eau. Quel est l'impact du niveau de qualité de l'eau sur l'aménagement d'un territoire ?
Alors, j'aurais mis, sauf votre respect, j'aurais mis la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire quel est l'impact de l'aménagement du territoire sur la qualité de l'eau, et il est immense, il est très très important. Je crois que c'est un des enjeux que nous avons jusqu'aujourd'hui, et il ne faut pas s'en culpabiliser, mais peut-être le moins appréhendé. Et nous avons beaucoup de travail à faire sur cette question, réinterroger notre habitude de réseau, mettre toute l'eau au réseau, réinterroger effectivement, ça a été dit de nouveau dans l'exemple, nos pratiques culturelles selon les endroits, les lieux stratégiques, la définition des nappes stratégiques, être capable de se départager quand on a des territoires ruraux puis des territoires urbains qui sont consommateurs. Nous savons que nous avons des grandes villes qui ont très peu de ressources alors que d'autres territoires à proximité en ont beaucoup. Comment tout ça se gère, s'organise, comment ce partage se réalise, tout ça doit être l'objet, dans une démocratie comme la nôtre, doit être l'objet d'un travail et d'une intelligence collective. C'est pourquoi, je le redis, les commissions locales de l'eau permettent ce dialogue, et puis des établissements comme les établissements publics de bassin qui peuvent réunir plusieurs collectivités territoriales autour d'un projet à l'échelle des problèmes de l'eau, et ce genre d'établissement peut permettre de répondre à cet enjeu, et notamment, je le rappelle, un SAGE, réglementairement, s'impose à un SCOT, schéma de cohérence territoriale, et donc l'aménagement du territoire peut être touché, y compris jusque dans les PLU, par cette mécanique d'une réunion autour d'un document qu'on appelle un SAGE, dépendant évidemment du stage à une grande échelle de bassin, et ainsi pouvoir infuser, diffuser jusqu'à l'échelle du PLU, donc ça veut dire jusqu'à la parcelle, PLU ou PLUI évidemment. Depuis le 3 janvier 2023, les services d'eau potable ont l'obligation de réaliser un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, le PGSSE, avant le 12 juillet 2027. En quoi ça consiste ? Alors, a priori, je ne suis pas le meilleur spécialiste de cette question, puisque, comme vous l'avez compris, je suis plutôt quelqu'un qui s'occupe du grand cycle de l'eau. Mais bien évidemment, j'en ai une petite, comme étant premier vice-président d'une commission locale de l'eau, j'ai une petite idée de ce que ça peut représenter. En fait, c'est un document qui reprend, mais avec un champ d'application plus précis et plus particulier, qui est la qualité sanitaire, notamment de l'eau, mais qui prend en compte cette volonté de trouver la dimension et les échelles plus larges que nous devons envisager pour garantir que notre ressource est suffisante en quantité, mais surtout en qualité. Et du coup, c'est un travail qui doit être fait sur un travail d'investigation sur la réalité de nos ressources, sur les menaces qui peuvent se poser à l'échelle du bassin versant, à l'échelle de son bassin fonctionnel, et puis d'être en capacité d'apporter des réponses de court terme, de moyen terme et de long terme qui répondent à cette dimension transversale. La qualité de l'eau que nous apporterons à nos concitoyens sera dépendante de notre capacité à maintenir en quantité et en qualité, malgré des évolutions, à maintenir une eau qui globalement, dans le milieu global, est de bonne qualité, et puis évidemment d'éviter les sources, de mieux maîtriser les sources de pollution qui peuvent, vous l'avez dit tout à l'heure, ou on l'a dit tout à l'heure, qui peuvent se retrouver surconcentrées par des effets d'inondations trop importantes ou de sécheresses trop importantes. Donc c'est bien un document qui va chercher une globalité à travers cette démarche-là, et je pense là encore que des commissions locales de l'eau peuvent être d'une utilité première sur ce genre de sujet. Une dernière question, Bruno Forel. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples d'actions concrètes qui ont été mises en œuvre dans les territoires, à l'échelle du bassin donc, afin de garantir et de préserver la qualité de la ressource en eau ? Oui, il y en a beaucoup, et les collègues qui sont plus particulièrement au chevet de la distribution de l'eau en ont énormément. Je me permettrai d'en citer quelques-uns qu'on a pu mener dans un territoire que je connais bien, en l'occurrence le mien. Par exemple, la détermination des nappes stratégiques. Sur un bassin versant global, faire une étude très précise qui nous permet de dire ici, là et là, nous avons là des nappes phréatiques dont
la quantité et la qualité sont la garantie d'une ressource en eau durable. Et pour que le reste, eh bien, dès lors qu'on l'a défini ensemble, c'est forcément une démarche partagée, dès lors qu'on a défini ensemble où se trouvent ces nappes, eh bien, on réfléchit ensemble à l'aménagement du territoire qui sera choisi de manière à respecter ou à être attentif à la qualité de ces masses. Et je prends un exemple, ça peut déboucher sur certains secteurs à l'interdiction de géothermie profonde qui risquerait de mettre en contact trop directement une surface avec une profondeur. Ça peut conduire à l'établissement de zones dans lesquelles nous n'installerons pas d'activités dont les rejets ou dont des activités pourraient générer un danger en cas d'accident avec la pollution profonde de la nappe. Voilà, par exemple, des choses que nous avons pu réaliser dans notre SAGE et qui sont réalisées évidemment dans d'autres SAGE. Mais les exemples sont extrêmement nombreux et je suis sûr que parmi vos intervenants, vous en trouverez de nombreux autres. Mais celui-là me tient à cœur parce que c'est aussi la planification, la qualité de l'eau à long terme et notre capacité à la gérer. Merci beaucoup Bruno Forel. Merci encore de vous être rendu disponible vraiment à la dernière minute. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je crois qu'on vous libère. Vous avez quelque chose qui vous attend. C'est gentil, merci. Merci à vous. Et on va passer effectivement donc un retour d'expérience avec la stratégie de l'établissement public territorial de bassin, le PTB de la Somme, donc avec nos deux invités, Sabine Casca-Maturel, responsable du pôle eau et assainissement, donc à l'EPTB de la Somme, et Philippe Cheval, oui, mettez-vous à côté de moi, et Philippe Cheval qui est avec nous à distance, président du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre. Bonjour Sabine, bonjour Philippe. Vous nous entendez Philippe ? Le temps que vous vous connectiez, on va démarrer avec Sabine. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'établissement public territorial du bassin de la Somme ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Quelles sont vos missions ? Si vous voulez bien, du coup, on va projeter la première diapositive qui présente notre territoire. Comme vous le disiez, établissement public territorial de bassin, on est un syndicat du bassin versant du fleuve Somme. Donc, fleuve Somme dont la source se situe dans l'Aisne pour se rejeter dans la Manche. Au bout de 245 km, je crois. On est un territoire d'eau, au niveau de notre territoire, il est aussi rural, ce que je pourrais dire en termes de caractéristiques, avec une façade donc littorale, territoire d'eau, donc 1200 km de cours d'eau. Au niveau du bassin versant, 6500 km² au niveau du bassin versant, 30 000 hectares de zones humides, donc la présence de l'eau importante sur notre territoire. Pour rebondir sur l'intervention de Bruno Forel, donc on est entièrement couvert par 2 SAGE. Au niveau de notre territoire. On compte environ 50 membres, donc je vous ai mis la décomposition, 3 départements, l'Aisne, l'Oise et la Somme, 25 EPCI à fiscalité propre, donc l'ensemble des communautés d'agglo et des communautés de communes qui adhèrent à notre EPTB, 15 associations syndicales autorisées, donc c'est une de nos particularités, c'est des associations de propriétaires riverains de cours d'eau qui adhèrent chez nous, et puis 10 syndicats, qui soient des syndicats d'eau potable, d'assainissement ou encore sur les cours d'eau. Et donc notre création, elle est assez récente. On a fêté nos 20 ans l'année dernière. Et ce qui a été générateur, c'est la crue qu'on a connue en 2001. Donc, qui est une crue d'inondation de la nappe phréatique. L'objectif, c'était de conduire une politique de gestion intégrée du risque avec tous les acteurs du territoire. On peut peut-être passer aux missions. Vous posiez la question des missions. Tout à fait, oui.
Alors, du coup, de cette politique de gestion intégrée sur la prévention des risques inondations que vous voyez apparaître sur la diapositive, finalement, au niveau des missions, on couvre maintenant toutes les actions sur le petit cycle et le grand cycle de l'eau autour des deux sages de notre bassin qui définissent les stratégies d'intérêt de bassin. Et on va retrouver donc la prévention des inondations, la gestion des milieux aquatiques et tout ce qui a trait à la préservation de la ressource en eau au sens large du terme. Donc il n'y a plus qu'un seul cycle de l'eau. Voilà, c'est tout un panel de missions que l'on propose. Alors un mot peut-être sur le territoire sur lequel vous intervenez. Quelles sont aujourd'hui les principales menaces et impacts liés au changement climatique que vous identifiez spécifiquement sur le bassin de la Somme ? Alors, du coup, sur notre territoire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est majoritairement agricole. 80% de la superficie de notre bassin, c'est occupé par l'agriculture. Et on a une grosse conserverie, on a une place prépondérante au niveau des légumes, de la culture des légumes. Donc voilà, derrière, il y a 1500 points de prélèvement sur notre territoire. C'est énorme, mais il n'y en a que 25% des points de prélèvement qui sont sur l'eau potable. Tout le reste, c'est des usages agricoles. Au niveau de l'eau potable, on a à peu près 220 services d'eau potable, ce qui est encore assez énorme, malgré voilà, les compétences qui doivent repasser à l'échelon communautaire. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques au niveau du territoire, hein, j'y reviendrai après. 100% des prélèvements sont effectués dans la nappe de la Cré. Donc ces 1500 points de prélèvement, c'est sur la nappe. Et je vous ai mis la proportion au global entre l'eau potable, l'irrigation et l'industrie, mais qui masque des disparités importantes sur le territoire. Vous me demandiez quelles étaient les menaces. Globalement, en termes de quantité, il n'y a pas trop de soucis aujourd'hui, sauf qu'on a déjà des sous-bassins versants qui sont en tension parce que les prélèvements agricoles, ils sont très forts. Et donc voilà, en termes de volume, ça peut nous poser certains soucis. Donc on voit déjà la nécessité d'avoir une conciliation des usages et d'un travail concerté entre les différents acteurs, puisqu'on mène aujourd'hui une étude de l'impact du changement climatique sur la ressource en eau. Et un territoire comme le nôtre, qui est quand même voilà, assez pourvu en termes de quantité, à l'horizon moyen, on va avoir un tiers des captages d'eau potable qui risquent voilà, déjà de connaître des difficultés et 10%, c'est sûr, qui ne pourront plus être approvisionnés. Donc il va bien falloir trouver des solutions et concilier les usages. Donc là, je parle de la partie rareté de l'eau, mais on voit bien en ce moment, on a des inondations dans les Hauts-de-France, vous en entendez parler, donc un peu moins sur notre territoire. Mais ça aussi, ça peut être une menace pour la qualité. Trop d'eau, on arrive avec de la turbidité au captage et donc du coup, on a des phénomènes qui contaminent la nappe. Donc voilà, il va falloir s'adapter à trop d'eau et pas assez d'eau. Donc les impacts sur la qualité de l'eau, c'est ce que vous venez de nous expliquer rapidement. Vous êtes chargé de mettre en place une stratégie, une opération de reconquête. C'est comme ça que c'est inscrit dans votre site. Sur quels outils vous appuyez-vous ? Et concrètement, quel type d'action préventive donc, vous menez aujourd'hui afin de préserver la qualité de la ressource en eau ? Donc, comme je le disais, la qualité, c'est quand même un des enjeux importants, puisque au niveau des masses d'eau souterraines, on est en mauvais état chimique, qu'on a 6 captages. Alors, 6, vous allez me dire, c'est peu, qui sont en contentieux européen au niveau des nitrates, mais surtout, on a 20% des captages d'eau potable qui sont menacés par de la dégradation, et d'où ces opérations de reconquête de la qualité de l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est une opération de reconquête ? C'est délimiter une aire d'alimentation de captage. Donc, vous l'avez sur la carte, hein, c'est les différents patatoïdes, ce sont des aires d'alimentation de captage. Sur cette aire, quels sont
les pressions qui s'exercent. Donc il y a un diagnostic qui est approfondi du territoire pour savoir les pressions qui s'exercent. Et derrière, quelles solutions on peut mettre en place, quel plan d'action. Et on va jusqu'à signer un contrat d'engagement avec les différents acteurs qui sont sources de pollution pour qu'ils s'engagent à réduire les pressions sur le territoire. Concrètement, au niveau des collectivités, c'est mettre en place le zéro phyto. Au niveau des usagers, les sensibiliser peut-être au niveau des décharges, voilà, des charges sauvages qui peuvent avoir un impact sur la qualité de l'eau. Le désherbage. Au niveau de l'industrie, ça va être un diagnostic de chaque site industriel avec en face des propositions d'action pour se mettre en conformité. Ça peut être aussi un travail sur l'assainissement non collectif qui a un impact sur la qualité et directement l'usager se remettre aux normes. Et puis après, il y a bien entendu, je vous disais, 80% de la superficie du bassin, c'est de l'agriculture. Comment on travaille avec les agricultures pour réduire la pression voilà, sur les produits que l'on pratique. Et donc ça, on met en place des groupes de travail entre agriculteurs pour que les actions des uns finalement parlent un peu aux autres. Moi j'ai mis en place une haie sur mon territoire, ça a amélioré la biodiversité au niveau de la haie mais au niveau de mon sol aussi. Voilà, est-ce qu'on peut s'engager dans ce type d'action autour, par exemple, de ce qu'on appelle les GI2E, les groupements d'intérêt économiques et environnementaux, voilà, pour travailler ensemble. Chaque acteur est important sur ce territoire pour tendre vers la qualité de l'eau. Alors justement, donc, cette concertation en termes de gouvernance, en quoi elle est essentielle pour relever les enjeux d'une gestion sobre, résiliente, équilibrée de la ressource en eau ? Concrètement, comment elle s'organise ? Quels outils permettent cette gestion concertée ? Alors tout à l'heure, je vous ai parlé sur la couverture de notre EPTB par deux sages, et ça a été bien dit par Bruno Forel tout à l'heure. Le sage, c'est vraiment, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dans ce schéma, la pierre angulaire. C'est l'outil stratégique qui va nous permettre de planifier, qui va fixer les objectifs, les orientations au travers de dispositions que j'ai remises là, qui peuvent intéresser la qualité comme la quantité. Pourquoi ? Parce que quand on a moins d'eau au niveau de notre territoire, même si on n'en manque pas, ça a forcément un impact sur la qualité puisque la concentration en nitrates et pesticides, elle va forcément augmenter. Donc on ne peut pas dissocier la quantité et la qualité. Donc voilà, toutes ces dispositions vont être définies de façon concertée au niveau des commissions locales de l'eau. Bruno Forel en a parlé, qui est un véritable parlement de l'eau avec les services de l'État, les usagers au sens large du terme, les collectivités qui vont définir ces orientations. Mais un sage à lui-même, il n'a pas de moyens financiers et il n'est pas maître d'ouvrage. Donc il ne peut rien faire tout seul en termes finalement d'action. Et donc c'est là aussi qu'on peut intervenir au niveau de l'EPTB et qu'on intervient sur tout ce qui est outils opérationnels qui vont être définis au niveau du bassin versant. Donc, on va définir au niveau du bassin versant quels sont les captages les plus sensibles. Et ça, c'est la bonne échelle pour pouvoir travailler. L'étude, je vous parlais tout à l'heure de l'impact du changement climatique, on l'a conduit non pas à l'échelle de chaque opération de reconquête de la qualité ou chaque captage, mais sur l'ensemble du bassin. On a fait un gros travail d'identification de la profondeur de tous les puits, comment ils sont équipés. Enfin voilà, c'est vraiment à cette échelle. On a défini toutes les zones à enjeu environnemental. C'est les zones sur lesquelles l'assainissement non collectif a un impact avéré sur lequel on doit réhabiliter. Donc tous ces outils sont à disposition des collectivités qui après, où elles ont les moyens d'ingénierie en interne, et elles font à partir de ces endroits qui sont fléchés prioritaires, ou alors elles font appel à l'EPTB qui est aussi une boîte à outils sur des missions d'accompagnement en assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous parliez tout à l'heure des PGSSE, des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Si une collectivité nous demande de faire cette étude de tous les dangers qui s'exercent sur son captage et de lui trouver toutes les solutions qu'il peut mettre en œuvre, il peut faire appel à l'EPTB.
Philippe Cheval, vous êtes président du syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre, donc le SIEP du Santerre. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qu'est exactement le Santerre? Oui, d'abord je vous salue toutes et tous et un petit salut particulier à Sabine. Et je vais essayer de ne pas être redondante sur tout ce qu'elle a dit de façon pertinente. Donc j'ai préparé quelques diapos que j'ai mis à votre disposition quelque part, si on peut les lancer. Vous m'avez parlé de situer un peu le Santerre, le SIEP du Santerre, syndicat intercommunal d'eau potable du Santerre. Où se situe le Santerre? Ça pourra poser les problèmes. Donc la slide suivante montre que le Santerre est situé en Picardie. C'est une zone qui est particulièrement, comme l'a dit Sabine tout à l'heure, à vocation agricole, puisque ce Santerre, après la Deuxième Guerre mondiale, a été missionné pour nourrir la population au sens très large. C'était un plateau crayeux avec beaucoup de limons et donc très riche, qui permet une culture de la betterave, de la pomme de terre, en particulier des céréales également, mais ça abrite maintenant depuis une certaine implantation d'industrie qui avait besoin de ces légumes qui poussaient bien dans le Santerre. Bonduelle, on peut citer cette conserverie qui est la plus grande en Europe et située à quelques kilomètres de chez nous. Des usines qui traitent les pommes de terre, la purée mousseline que tout le monde connaît, me semble-t-il, nationalement, c'est fait dans notre territoire. Et il y a McCain qui produit des frites pour les différentes enseignes qui l'alimentent. Tout ça contribue à avoir finalement dans le Santerre beaucoup de cultures, à la fois gourmandes en eau, mais avec l'obligation aussi d'y apporter des intrants pour que les cultures soient finalement de bonne qualité et en quantité suffisante. Donc ça, c'est le Santerre et on peut parler du SIEP puisque vous m'interrogiez sur qu'est-ce que c'est le SIEP et où il se situe. On se situe donc dans le Santerre, son nom l'indique d'ailleurs, mais c'est un syndicat qui est historique puisqu'il est né au lendemain de la Grande Guerre et c'est assez symbolique que je mets cette première diapo à l'écran pour dire que finalement c'est l'État qui a été convaincu par les habitants qui avaient déserté le Santerre, qui a été ravagé par la guerre complètement. Ça a été une région complètement annihilée par les bombardements et les guerres stationnaires qui se sont faits sur notre région. Les populations sont néanmoins revenues contre l'avis de l'État, d'ailleurs à un moment qui voulait faire une zone rouge et donc un no man's land pour les années futures. Les habitants sont revenus, ont cherché leur village. Quand ils l'ont retrouvé, ils ont cherché leur maison et ils s'y sont tout doucettement installés envers et contre tout. Et ce contexte a fait que l'État a voulu finalement mettre un syndicat en place pour leur apporter l'eau potable qui manquait, plus de puits existants ou pollués, et plus de toit puisqu'il n'y avait plus de maison pour recueillir l'eau de pluie. L'eau était donc un impact, avait une importance phénoménale dans notre territoire et l'État nous a donné la main il y a 100 ans maintenant, plus de 100 ans, 102 ans, pour mettre en place de façon extraordinaire en 2 ans de temps un syndicat d'eau qui était les premiers syndicats organisés et qui apportaient l'adduction d'eau dans un territoire dévasté. Donc c'est un exemple particulier de la naissance d'un syndicat qui est maintenant sur 84 communes en ce qui concerne le SIEP du Santerre qui a repris donc 2 syndicats historiques pour n'en faire qu'un. Il est sur 84 communes, comme vous le voyez à l'écran, qui sont sur 7 PCI, 42 000 habitants, un peu moins de 20 000 abonnés. C'est une gestion en régie directe depuis les années 2015. On a voulu prendre les choses en main et les compétences complètement au niveau donc, de cette gestion des élus de ces 84 communes. C'est 650 km de réseau, 20 réservoirs. Donc voilà une gouvernance qui s'est installée depuis plus d'un siècle et qui s'est confortée au fil des années. Alors vous nous parliez de... Pardon.
Allez-y. Oui, vous nous parliez donc de l'importance de l'eau dans cette région par rapport à tout ce que vous produisiez, vous nous le citiez tout à l'heure. Alors, à quels enjeux la région naturelle du Santerre fait-elle face lorsqu'on évoque la qualité des ressources en eau? Tout d'abord, on est sur 4 captages pour 84 communes. C'est-à-dire que quand on parle, Sabine a dit tout à l'heure qu'il y avait plus de 200 mètres d'ouvrage de l'eau dans la Somme. Nous, on en a 1 mètre d'ouvrage, le Siep du Santerre, pour une large région. C'est 12% du département de la Somme en géographie, si vous voulez. C'est important. On s'appuie sur 4 captages qui sont pour le coup irremplaçables. Et d'ailleurs, sur la slide suivante, on voit ces 4 captages et la production de 3 300 000 mètres cubes, donc une relativement grosse assiette qui nous permet d'être confortable, même s'il faut toujours être très attentif au niveau de nos ressources et de notre impact financier également. C'est une force que l'on peut avoir. Ils sont néanmoins irremplaçables avec beaucoup de compétition, quelque part, au sens premier du terme, entre tous les utilisateurs. Naturellement, notre syndicat qui alimente 40 000 personnes en eau potable, mais aussi les industriels, je vous en ai cité tout à l'heure dans notre territoire, et les agriculteurs qui ont des besoins importants pour justement irriguer leur culture. La slide suivante montre que finalement le Grenelle nous a aidés quand on a été décrété dans les captages prioritaires pour des pressions nitrates et des pressions phytosanitaires avec des particularités de 2 captages qui se jouxtent quelque part, qui a plus des problèmes d'érosion et de ruissellement et qui est 3 qui est pression irrigation, surtout de la quantité d'eau. On a donc déclenché 2 ORC, 2 opérations de reconquête de l'eau, mais ça n'en fait qu'une seule puisque les 2 champs captants ont été associés dans la réflexion. Donc depuis 12 ans, on travaille sur ces 2 captages et pour ce faire, on a élaboré, comme la slide suivante le montre, le bassin d'alimentation. Sabine en a parlé, ça commence par là de toute évidence. Il faut savoir comment on est alimenté, quelles sont les communes qui impactent aussi le bassin. On voit sur les zones plus foncées à l'écran, c'est pas très marqué, mais il y a les fonds de vallées sèches qui alimentent directement nos captages et les plateaux qui envoient de l'eau. Et j'aurai peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure, mais je le dis tout de suite, on a donc de l'eau qui viennent du fond de vallée sur des 177 hectares, pour citer la surface, qui sont très sensibles, qui amènent de l'eau très jeune dans les captages et de l'eau qui vient des plateaux qui mettent, on a daté l'eau avec des radioisotopes qui ont 40 à 50 ans d'âge. Donc tout ça fait un amalgame quelque part qu'il faut, dans nos considérations, prendre justement très, très en amont, puisqu'il y a un bruit de fond qui nous arrive de vieilles molécules qui ont été utilisées sur le plateau. Et on a par exemple toujours un bruit de fond d'atrazine, alors que ça a été interdit depuis des décennies, mais on a toujours de l'atrazine qui arrive, c'est notre bruit de fond du plateau. Ça finira par se résoudre, 40, 50 ans, on va arriver tout doucettement à éteindre ce bruit de fond, mais il reste toujours les entrants qui sont sur des zones qui sont particulièrement sensibles autour de l'aire du captage de 177 hectares. C'est un chiffre qu'il faut retenir parce que c'est sur ça qu'on devrait avoir logiquement le plus d'influence et le plus de poids. Alors, comment vous travaillez ensemble, le PTB Somme et le Siep du Santerre, afin de garantir une eau de qualité à tous les usagers? Alors, le PTB est un soutien de toute façon. On travaille, j'ai entendu parler de SAGE et on est dans le SAGE quand on est majeur, je me permets de le dire, comme le Siep du Santerre, qui est un poids lourd dans le département, c'est le plus gros
syndicat d'eau organisé dans le département. C'est le deuxième dans le bassin Artois-Picardie. Si vous voulez, on a du poids. Et quand on a du poids comme ça et qu'on a de l'expérience historique quelque part, on est membre du SAGE, on est membre de la clé, on est acteur avec les autres, mais on a un poids et on travaille de concert pour apporter notre expérience, notre expertise peut-être également aux membres de la clé. On a bien évidemment aussi des rapports étroits avec l'AMEVA. Le président de l'AMEVA m'a souvent dit, au lieu d'avoir 200 maîtrises d'ouvrage de l'eau, si on avait 10 syndicats comme le tien, on serait sans doute beaucoup mieux placé. Donc, on travaille tout le monde ensemble et on est suffisamment majeur et responsable pour avancer un peu tout seul, tout en faisant référence à des études. Je suis dans le comité, et Sabine l'a dit tout à l'heure, pour ce qui nous restera d'eau à consommer en 2050, 2070, 2100. Tout ça est très à prendre en considération, mais notre travail était naturellement plus local. Dans notre territoire, on a des particularités sédentaires, de grosses communes qui apportent aussi des pollutions. Donc, l'idée première, c'était de mettre en place, comme la loi nous l'exigeait, dans des captages priorité, des orques. Et sur les orques, finalement, on a deux. Il y a la slide qui était la suivante. Il y a quelques idées de comment on s'y est pris. Dans les plans d'action, on a défini l'aire d'alimentation des captages, on a fait des diagnostics territoriaux multipression. Pour le premier plan d'action, si vous voulez, c'était des actions agricoles et non agricoles. Je pense que quelque part, le Grenelle nous demandait, l'article 21 des lois européennes nous demandait de regarder les pressions agricoles diffuses. Je n'ai pas voulu stigmatiser les agriculteurs, mais dire qu'il n'y avait pas qu'eux qui faisaient une pression sur la nappe. Il y a les non-agricoles, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les pressings, tous ceux qui apportent des pollutions quelque part sur la nappe, les habitants, quand ils font le travail dans le jardin et qui traitent leur jardin, quelque part, ils apportent de la pollution. Il y a eu du travail avec les jardineries, par exemple, à l'adresse des jardiniers du dimanche. Les collectivités, avec leur assainissement individuel, collectif, qui ont été mis dans la seringue pour dire que les agriculteurs, certes, ils nous apportaient des intrants, ils nous contrariaient un peu par des pressions diffuses, mais il y avait également autre chose. Et donc, on a mené ce premier plan d'action, et le gros thème dans ce plan d'action, c'est déjà apporter un climat de confiance et de compréhension entre les élus que je représente pour le SIEP et les agriculteurs. Ça a été un premier point. Et ensuite, on a regardé ce qui se passait pour l'érosion-ruissellement. On a étudié un bassin on a fait une étude d'érosion avec la Chambre d'agriculture. On a un plan très détaillé de ce qui se passe sur le bassin versant autour du captage. On est en train de travailler, et ça commence à porter ses fruits, avec une association Pur Projet, je la nomme. C'est une association qui va chercher des subsides et qui a des connaissances sur la plantation des haies. Et on fait une expérience avec des agriculteurs pour planter 4 km de haies actuellement, bien placés en fonction de l'étude qu'on a menée il y a quelque temps. Les plants sont portés par Pur Projet. Ils les apportent gratuitement avec les fonds qu'ils peuvent avoir récoltés. Donc, sur un bilan de 4 km, 40 000 euros, 20 000 euros de plants apportés par Pur Projet, 20 000 euros pour les planter, préparer le terrain, mettre le paillage qu'il faut au pied des plants et planter les plants. Donc, on a une participation qui sera active, et je vais proposer prochainement une délibération au SIEP pour participer et aider Pur Projet à aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va mettre, si on considère 10 euros le mètre linéaire
que coûte une haie. Il y a 5,5 € par pur projet pour les plans. On mettra 1 €. On essaiera de chercher aussi le partenariat d'un industriel localement qui apportera aussi son petit euro peut-être ou un peu plus. Et le reste, ça sera aussi de mobiliser les acteurs autres du terrain, les lycées agricoles, qui sont partie prenante bien souvent dans ces expérimentations, les chasseurs, qui sont aussi des éléments qui nous sont précieux dans leur rôle écologique sur le terrain, quoi qu'on en pense. Et tout ça fait qu'on va planter plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de haies tout autour du bassin pour les problèmes d'érosion. On va revoir la DUP aussi. La DUP pour essayer d'étudier encore plus finement les coulées de boue éventuelles pour avoir un travail dans ce périmètre proche du bassin. Et enfin, on a depuis des années une convention avec la SAFER pour des acquisitions foncières qui porte difficilement ses fruits parce que le sans-terre est tout à fait particulier. La valeur des terres est... on ne connaît pas la valeur des terres parce que finalement, tout est pris et repris sans qu'on puisse intervenir. Donc, on n'a jamais possibilité d'acquisition foncière. Néanmoins, pour montrer notre volonté d'avancer sur le périmètre proche, on a un dossier de droit de préemption qui est en cours sur notre territoire. Enfin, on a lancé pour les nitrates, si on change de sujet, et vous le voyez dans la diapo. Oui, pardon. Allez-y, je vous laisse juste finir là-dessus. Je vous pose une dernière question à tous les deux. Je vous laisse finir là-dessus, Philippe Cheval. Oui, et donc on a travaillé sur les paiements pour services environnementaux, quelque part pour essayer d'encourager les agriculteurs à mettre des cultures sans intrants pour protéger justement le périmètre très proche et les zones sensibles en les payant pour ces services qui nous rendaient. Ça n'a pas eu l'aval de l'agence de l'eau puisque ça semblait trop particulier, ciblé sur un territoire trop proche. Ils voulaient qu'on étende ça à tous les surfaces des entreprises agricoles. Ça n'a pas été possible. Donc, on remet le travail quelque part en place actuellement pour le 12e programme de l'Agence de l'eau. On verra s'ils vont aller dans ce sens. Et dernièrement, on a monté un GI2E, un groupement d'intérêt économique et écologique, environnemental ou écologique. Sabine en a parlé. Où on retrouve autour de la table la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, mais aussi Mousseline, l'industriel local qui fait la purée du même nom, et le SIEP du Santerre, qui représente donc les élus. Et là, on travaille pour essayer de trouver des solutions avec finalement moins d'intrants, puisqu'on parle pour Mousseline des pommes de terre, retrouver des races anciennes de pommes de terre qui étaient moins gourmandes en eau, qui avaient plus de matière sèche quelque part et qui conviennent pour faire des flocons et qui protégeraient la nappe en quantité déjà, moins d'irrigation, et peut-être en qualité, parce qu'il faut savoir que quand on irrigue une pomme de terre, on lui envoie de l'eau, et si on lui met 25 mm, il faut un traitement derrière contre le mildiou. Donc voilà peut-être des projets qui pourraient porter leurs fruits au fil des années qui viennent, puisque tout ça, c'est des expérimentations longues et qui demandent beaucoup de patience. Merci beaucoup. Une dernière question pour vous deux, assez rapidement si possible, parce qu'on commence à être juste en termes de timing. Donc, on avait avec nous tout à l'heure Bruno Forel, le président national des élus de bassin. Est-ce que pour vous deux, donc le bassin versant serait le périmètre de gouvernance pertinent pour gérer la ressource et les milieux sur le volet qualité comme sur le volet quantité?
Alors, bien évidemment, vu mon rôle, je ne vais pas vous répondre non. J'espère vous avoir convaincu aussi tout à l'heure par ma présentation qu'au niveau de l'EPTB et donc au niveau du bassin, notre rôle, c'est vraiment d'améliorer la connaissance. Voilà, comme je vous disais, savoir les fuites dans les réseaux d'eau potable, pas que sur le syndicat du Santerre, mais à notre échelle, est-ce que c'est une problématique? Est-ce que l'assainissement, les nitrates, les phytos, de où on part et que l'on puisse anticiper ensemble, puisque je vous disais tout à l'heure, on n'a pas trop de problèmes aujourd'hui de quantité, on n'a pas de problème de qualité, je n'ai pas insisté là-dessus, mais aujourd'hui, on n'a aucune usine de potabilisation sur notre territoire. Malgré tout, on risque de manquer d'eau. On a vu que la qualité était fragile et donc voilà, on est vraiment dans ce rôle d'anticipation pour mener ces études et mettre en place après les outils à disposition des collectivités. Effectivement, le syndicat du Santerre a tout à fait une taille qui lui permet d'assurer sa propre ingénierie et ses propres travaux, ses propres études. Mais je disais 220 mètres d'ouvrage en eau potable, il y a des maîtres d'ouvrage qui ont besoin d'être accompagnés. Et dans ce cas-là, on est à leur côté pour que, de toute façon, d'un point de vue opérationnel, on ait une eau en quantité et en qualité suffisante au fil du temps. Voilà, je pense que la qualité de l'eau, c'est l'affaire de tous. Et donc, c'est tous ensemble. Et on a ce rôle moteur essentiel autour des dispositions des sages pour emmener tout le monde dans notre barque, si je peux faire un jeu de mots. Et voilà. Merci beaucoup, Philippe Cheval. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot rapidement à ce sujet ? Un dernier petit mot pour la gouvernance. Oui, de toute façon, on voit qu'un syndicat historique qui s'est structuré, finalement, on commence à avoir des résultats et au moins l'efficacité de pouvoir mener à bien des études et la protection de sa ressource. Je pense que dans l'esprit, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et si j'ai mis que l'État avait été l'initiateur de ce syndicat historique, il faut que l'État prenne sa part aussi de réflexion dans ce schéma de gouvernance. Je pense que, et de façon très humble, je dis que c'est peut-être une fausse bonne idée que de donner de façon obligatoire. On voit les atermoiements des chambres, le Sénat en particulier, pour donner la compétence eau de façon obligatoire aux EPCI. Est-ce que les EPCI auront la possibilité de bien exercer cette compétence? Parce qu'il faut beaucoup de recul, beaucoup d'expérience, il faut s'appuyer sur l'AMEVA. Pour l'instant, moi j'observe que les EPCI sont en train d'essayer de comprendre comment ils allaient faire. Pour le coup, ça fait 100 ans qu'on existe et nous on a fait nos preuves. Quand on n'a qu'une seule compétence, et peut-être que ça sera ma conclusion, je n'imagine pas prendre la compétence et l'exercer en terre de Picardie, puisque je suis président d'une collectivité, d'une communauté de communes, avec de multiples compétences, ça serait une de plus, et je pense qu'on n'exercerait pas aussi bien qu'un syndicat organisé. Donc je pense que l'État doit aussi organiser autour de syndicats cette gouvernance. J'ai dit qu'il fallait que tout le monde soit autour de la table. GI2E, par exemple, oblige, mais il faut aussi que les services de l'État, dans tous ces acceptations, la DTTM, la DREAL, la DRAF, la SAFER, l'ARS et les agences de l'eau, tout le monde doit être réuni. L'AMEVA, les clés sont des instances précieuses, mais je pense que celui qui a une compétence unique l'exerce mieux que celui qui peut avoir 5, 10, 15 compétences à gérer, et là on se dilue un peu. Le problème de l'eau, c'est un problème très complexe. Il faut des gens qui réfléchissent, comme Sabine l'a si bien dit, mais il faut qu'on s'empare de tout ça et gérer par de grands syndicats. C'était presque le chemin que l'État a voulu suivre en 2012, quand on a voulu éradiquer tous les petits syndicats. Ça n'a pas été bien mené, ça n'a donné aucun résultat dans la Somme quelque part, mais c'est peut-être en 2012 qu'on a loupé un peu le train de s'organiser sur le terrain pour avoir de grands et beaux syndicats. Merci beaucoup Philippe Cheval, merci Sabine Casca-Maturel. Je vous invite à rejoindre la salle et donc j'appelle nos pitchers à me rejoindre. Donc nous avons à disposition sur Aquagir, comme le disait Blandine Calcio-Godino en introduction, une place de marché dans laquelle nous avons des offreurs
proposant des solutions liées à la thématique de l'eau. Et donc, nous avons aujourd'hui des sociétés qui vont nous parler de leurs propositions en lien, bien sûr, avec la thématique abordée. Alors, nous avons tout d'abord à distance Ileb Triki, président et cofondateur de Cumulus. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Bonjour. Hop, bonjour tout le monde. Donc, je vais être absolument terrible sur le timing, comme je vous avais prévenu. Donc, vous avez 5 minutes tous. Et puis, comme vous êtes 4, il faut être égalitaire. Donc, 5 minutes pour tout le monde. Merci. Top. Je commence quand vous me le dites. Top. Et les slides, donc j'ai partagé mes slides. Donc, si on peut les partager. Et j'aimerais juste m'assurer qu'il y a une vidéo que j'ai mise. J'espère qu'elle va fonctionner. Et moi, j'ai mis le timer de mon côté. Je commence en attendant qu'on mette les slides. Alors, la citation d'Archimède est connue. Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre. Et pour Cumulus, c'est on passe à la slide d'après. Ce qu'on dit, c'est donnez-moi du soleil et un cumulus et je vous produirai de l'eau potable pour la boisson. On passe à la slide d'après, 3 et puis la slide 4. L'idée de Cumulus, c'est de répliquer le phénomène de la rosée du matin. Tout simple. Donc, il y a 6 fois plus d'eau dans l'air que dans toutes les rivières au monde. Et ce qu'on propose, c'est de refaire la même chose que la rosée du matin, de créer de l'eau à partir de la rosée, et après de reminéraliser l'eau et la filtrer, bien sûr, comme le fait Mère Nature. L'objectif de Cumulus, c'est de créer et de rapprocher la consommation d'eau par rapport à la production de l'eau. Et donc, on imagine un monde où toute famille ou toute institution a sa propre source d'eau potable à partir de l'air et du soleil. On passe à la slide d'après. Ça vient au concept Cumulus. Donc, le concept Cumulus, c'est un trio. C'est une machine, je vous en parlerai plus, qui condense l'eau, qui le filtre et après qui le repotabilise en rajoutant les minéraux nécessaires. C'est un service qui permet à l'utilisateur d'avoir les bouteilles d'eau nécessaires, mais aussi le changement de filtre et de minéralisateur. Et après, c'est un software qui permet d'analyser l'eau qui est produite et de monitorer la machine à distance. Si on passe à la slide d'après, donc l'air est filtré, l'air passe par le col de la machine, il est filtré, et à partir de là, on réduit la température, on condense l'eau, et là on a créé l'eau, et après on filtre, et on reminéralise à plusieurs reprises, et là on a créé de l'eau potable qui est mise dans un réservoir spécifique. On passe à la slide d'après, on passe au use case, des exemples sur lesquels on a travaillé. Ici on est à Valence, c'est un hôtel. À Valence, c'est le sud de l'Espagne. C'est un endroit où l'eau du robinet est de moins en moins bonne qualité. Elle est intermittente aussi. Et donc, du coup, ils ont connecté la machine Cumulus à leur réseau électrique. Et à partir des premières heures, ils ont les premiers litres d'eau. Il faut imaginer que pour un hôtel d'une centaine de personnes, ils ont besoin de 3 à 4 machines à peu près. On a donné beaucoup d'importance au design de la machine aussi. La slide d'après, c'est un autre use case qui est à Porquerolles. Comme vous le savez peut-être ou potentiellement, à Porquerolles, jusqu'à récemment, on continuait à fournir de l'eau en bouteille, l'eau potable en bateau pour l'île. Et donc du coup, à la Fondation Carmignac, le musée Carmignac, on a installé 2 machines qui permettent aux visiteurs de la Fondation d'accéder à l'eau potable et d'avoir un thé qui est à base de eau de rosée. Je finis avec la slide d'après qui est un autre use case. C'est une proposition qu'on a faite à la ville de Marseille. L'idée, c'est d'installer 2 Cumulus, par plusieurs endroits bien sûr, avec des ombrières de panneaux photovoltaïques. Et du coup, à partir de l'air et de l'énergie solaire, on fournirait de l'eau potable ou de l'eau de boisson aux visiteurs de ce parc. J'ai fini avec la slide d'après, qui est la slide 10, avec cette belle image de la machine qui est à l'île de Porquerolles. J'en profite, s'il me reste un peu de temps, bien sûr, avec la slide 11, la slide d'après. On rentre un peu dans le détail. Donc, c'est une technologie qui est brevetée, plusieurs brevets qui ont été déposés. Plus d'une 50aine de machines ont été déployées en France, en Espagne et en Tunisie. La machine, elle est marquée CE. Les tests sont faits avec des bureaux comme Veritas, Eurofins, qui confirment que l'eau elle est potable selon les normes européennes. Tous les éléments qui sont en contact avec l'eau sont certifiés. Et on est fiers aussi d'avoir le label Solar Impulse qui démontre que cette machine, 1, elle produit de l'eau, mais 2, elle permet de réduire de plus de 90% la pollution qui est liée aux bouteilles d'eau en plastique et même aux bouteilles d'eau en verre liées au transport de cette eau-là.
Et un dernier point, et ça ce n'est pas dans les slides, depuis les 6 derniers mois, plus d'un demi-million de litres d'eau ont été fabriqués grâce aux machines Cumulus. Voilà. Merci beaucoup. Oui, on peut l'applaudir. C'est parfait. Merci beaucoup, Ilep Triki. Élodie Géba, vous êtes cofondatrice de Lilae. 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 C'était le bon essai, c'était le bon. Alors j'ai promis de pas trop bouger. Si je me mets juste devant, là c'est bon. Merci. J'aime pas rester assise. Donc bonjour à tous. Alors avant de commencer, je voulais vous poser une petite question. Comme on n'est pas nombreux dans la salle, je vais avoir besoin de votre participation. À votre avis, quel est le point commun entre les sécheresses qu'on a vues cet été et les inondations qu'on observe cet hiver ? Vous n'avez pas très bien suivi le début, peut-être. On est en plein dans vraiment une question de gestion durable de la ressource en eau, pour le coup. Et c'est des questions qui sont intrinsèquement liées à ces sujets de gouvernance. Alors, avant de commencer, j'ai pas pris la zapette. Ok, top. Alors, je voulais revenir avec vous sur quelques chiffres quand même. L'eau douce sur Terre, elle ne représente que 2,5% de notre eau. Et parmi toute cette eau douce, en fait, on ne peut accéder qu'à une très petite portion. Donc, en gros, l'homme a accès en tout et pour tout à 0,028% de notre eau douce, de notre eau, pardon. Ce qui est en fait une ressource très rare dans une planète qu'on dit pourtant bleue. Vous voyez un petit peu le paradoxe. Et c'est une ressource qui est également en danger. Alors, j'ai remis quelques chiffres, mais il y en a plein d'autres. Donc, on a 21% de nos espèces aquatiques en France métropolitaine qui sont menacées ou éteintes. On a 55% de nos eaux de surface qui sont dans un état chimique médiocre ou mauvais. Donc ça, ce sont avec les notations en fait, de nos agences de l'eau dans le cadre du rapportage européen avec la directive 4 sur l'eau. Ce sont les chiffres de la dernière session. On a 57% de nos eaux de surface qui sont dans un état médiocre ou mauvais pour l'état écologique cette fois-ci. Donc vous voyez, c'est vraiment une ressource en danger. Et donc chez Lilae, nous, quand on parle d'eau douce, on va parler essentiellement de milieux. Je ne sais pas si je bouge un peu trop. On va parler essentiellement de milieux donc naturels. Vous les voyez ici en bleu, donc lac, étang, rivière, marais par exemple. On va parler des milieux industrialisés. On va retrouver le cas de l'assainissement. On va retrouver les bassins de rétention. On va retrouver également les rejets industriels, eau potable, industriel, assainissement et eau pluviale. Et donc, on va également retrouver tout ce qui est étang de pêche et aquaculture. Donc nous, chez Lilae, c'est vraiment sur ces milieux-là qu'on intervient pour le coup. Et donc, attention les yeux, vous allez avoir beaucoup d'informations d'un coup puisqu'il n'y a plus les animations. Donc, pour ces milieux, on a créé le tout premier parcours sur mesure uniquement centré autour de ces sujets. En fait, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner nos clients vers une gestion durable. Donc, pour ça, on propose déjà dans un premier temps de la sensibilisation, de la formation. La sensibilisation avec des ateliers ludiques, on a créé plusieurs jeux collaboratifs et pédagogiques sur ces sujets. On fait des conférences, on fait des formations sur ces sujets. Ensuite, dans un deuxième temps, on va jusqu'à du conseil de l'expertise. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un premier diagnostic. Quels sont vraiment mes risques et mes usages de l'eau ? Et donc, quelles sont mes opportunités d'action ? Ensuite, lorsqu'on a un besoin en termes de données de qualité de l'eau, et donc ça, c'est même notre tout premier métier, c'est vraiment notre cœur de métier, on a créé en fait des solutions innovantes pour le suivi de la qualité de l'eau. On a un sous-marin téléguidé et une station de surveillance. Le sous-marin téléguidé, je le mets un peu de côté parce qu'il est encore en phase de test avec certains de nos clients pilotes. Et la station de surveillance, elle est éco-conçue. Donc, en gros, c'est une boîte en bois qui embarque plusieurs capteurs, qui embarque de la très haute, de l'électronique et qui va permettre de suivre en temps réel nos données de qualité de l'eau. Ici, l'objectif, il est double. Déjà, dans un premier temps, mieux connaître le fonctionnement de ces milieux aquatiques, puisque quand on parle de les gérer, il faut bien entendu les connaître en amont. Et ensuite, l'autre objectif, c'est de faire de la prévention. Pourquoi ? Parce que ces machines sont en fait équipées de systèmes d'alerte et qui nous permettent d'être prévenus dans l'heure si on a une perturbation qui survient sur le milieu. On accompagne bien entendu et on interprète ces données pour les faire parler et tout ça a pour objectif vraiment d'aller vers de l'accompagnement stratégique et donc d'avoir des premières propositions d'action et de l'aide à la décision. Je voulais vous donner quelques exemples de projets qu'on mène aux côtés des collectivités. Donc, on est aussi très convaincus sur, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas trop m'étaler, mais chez nous, on est vraiment convaincus qu'effectivement, c'est tous ensemble qu'on va pouvoir mieux gérer cette qualité de l'eau et ce n'est pas en faisant nos actions dans notre coin. Et donc, on propose notamment de la sensibilisation auprès du grand public et des écoles, donc avec nos différents ateliers, nos différents jeux. On intervient également auprès des directions des développements économiques pour sensibiliser les entreprises par le biais d'ateliers de sensibilisation et de conférences.
Ici, c'est pareil, on a un double objectif. Le premier, amener déjà les entreprises à commencer à prendre conscience et à agir. Et le deuxième objectif, commencer à amorcer un dialogue entre le public et le privé. On intervient par exemple dans le cadre des gestions de bases de loisirs, en surveillant la qualité, en interprétant les données et en animant également, en sensibilisant les usagers à ces usages de l'eau. Par exemple, dans le cadre de surveillance de bases de loisirs, cet été, on a pu détecter des phénomènes de trophisation. Et donc c'est croissance algale, donc vraiment dans les 24 heures de survenue du phénomène. On intervient auprès des collectivités, des directions du cycle de l'eau dans le cadre de la gestion des eaux pluviales ou de la GEMAPI. Par exemple, un projet en cours, on surveille des rejets d'eau pluviaux. Et donc là, l'objectif pour la collectivité, c'est vraiment de mieux comprendre les impacts des différents rejets dans un objectif de futur aménagement du territoire et de repenser cet aménagement-là. Et puis enfin, je vous l'ai dit, on n'oublie personne, donc on forme également les élus par le biais de conférences essentiellement, c'est souvent le format qui plaît, et puis d'ateliers lorsque c'est nécessaire sur ces sujets de nouveaux enjeux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Parfait, 5 minutes. Et, voilà. Et donc vous pouvez retrouver mes coordonnées et flasher le petit QR code. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Merci. Richard Barré, je vous laisse la parole. Vous êtes CEO de Pickstart. Tout à fait. Hop là, très bien. Eh bien, merci à tous. Bonjour. Donc, Richard Barré de la société Pickstart. Nous, on est là pour aider justement, dans le cadre de cette présentation, les collectivités à agir sur effectivement l'environnement. De manière globale, il y a beaucoup de directives, il y a beaucoup de schémas, on a beaucoup d'informations, on en parlait tout à l'heure, sur l'état de santé de l'environnement. Mais finalement, les questions qu'on va se poser, c'est qu'au-delà de la conséquence, comment je peux agir, quelle information j'ai besoin. Et le monsieur de la NEP tout à l'heure en parlait, chaque situation est différente en fonction de la Somme ou si je vais dans la Creuse. Et donc ce qui est important, c'est au-delà des rapports du GIEC, c'est d'avoir un rapport local de ma situation. Et en fait, ça va me permettre de décider, comprendre et agir. Et donc l'idée après, c'est de suivre mon action. Est-ce qu'elle a un impact? Vous parliez tout à l'heure des actions au niveau des agriculteurs avec des haies écologiques, mais comment je sais si ça a un impact après sur la qualité de l'eau? Comment je peux le prouver? Et tout ça en maintenant un budget qui est toujours un peu à maîtriser, obligatoirement. Donc nous, nos solutions pour ça, sur votre territoire, c'est d'utiliser différents outils. Là, on va zoomer sur le produit WaterWatch qui fait du suivi de la qualité des eaux, mais bien entendu, on peut compléter avec du suivi de l'artificialisation des sols, avec du suivi de la santé des forêts. Au niveau du zoom sur l'eau et l'environnement, vous êtes tous des acteurs soit dépendants de la qualité de l'eau, donc par exemple sur des problématiques de pêche, d'environnement, touristique aussi, c'est une attractivité territoriale, l'utilisation de l'eau, mais aussi des fois vous impactez, je sais que dans la salle il y a quelques délégations de services publics sur de la production d'eau potable, sur de l'assainissement, sur de l'hydroélectrique aussi, et donc vous avez besoin d'une solution pour surveiller cette qualité de l'eau et voir les actions que vous pouvez y mener. Nous, notre solution, elle est basée sur l'utilisation des images satellitaires. Donc ça, c'est assez surprenant parce qu'on a plus de 800 km. Mais on va rajouter aussi beaucoup d'expertise métier qui va nous permettre d'accéder à une information précise. Donc l'information précise va nous permettre d'avoir de nombreux paramètres sur la qualité de l'eau. En microgrammes par litre, on est au même niveau qu'une mesure in situ. L'avantage, c'est qu'elle va donner une information extrêmement importante statistiquement. On a une donnée toutes les semaines, n'importe quel point de toutes vos masses d'eau. C'est-à-dire que sur un bassin versant, on va pouvoir surveiller l'ensemble des masses d'eau, que ce soit des lacs, des étangs, des rivières et des fleuves. Donc tout ça, ça va vous permettre d'acquérir une connaissance importante qui va vous permettre de mieux comprendre le phénomène, savoir si c'est un problème d'érosion, savoir si c'est un problème potentiellement de fond sédimentaire qui est déjà impacté par beaucoup de nutriments. Voilà, il y a plein de différentes causes. Ça va vous permettre de décider de voir les bonnes actions. Un exemple concret, on a nos clients qui étaient prêts à faire des actions sur la rivière en pensant que c'était la rivière qui apportait du nitrate, parce qu'effectivement, il était sur un bassin plutôt agricole. Et il s'avère que finalement, il y a une forêt qui a été coupée juste à côté, et on a pu voir que c'était une problématique de lessivage de sol lié à la coupe de la forêt, qui générait un risque sur l'attractivité sur la zone de baignade. Donc une production apportée par le sédiment, une production biologique.
Derrière, ça vous permet d'anticiper justement, on va avoir des algorithmes de prédiction, on va mieux connaître votre situation locale et pouvoir prédire ce qui va se produire. Et du coup, d'être alerté. On a des clients qui utilisent maintenant en avance de phase, plutôt d'être réactifs, d'être proactifs pour prévenir les citoyens sur des zones de lacs qui sont des lacs de promenade en fait, pour éviter d'aller promener son chien tout simplement ou de pêcher. On va pouvoir optimiser nos actions pour être au plus près des problématiques. Et un élément qui est extrêmement important, c'est des outils qui vont permettre de communiquer. On parlait tout à l'heure qu'effectivement, la gestion d'un territoire, ça se fait à plusieurs acteurs. Je vous ai donné l'exemple du lac qui se trophisait à cause d'une problématique forestière. Et ben, en voyant le constat, on va pouvoir échanger avec le propriétaire forestier pour lui expliquer la problématique. Les agriculteurs, on va pouvoir leur expliquer aussi. Les acteurs de l'eau potable, on va pouvoir ils vont pouvoir utiliser l'outil pour échanger avec la collectivité, dire bah, c'est en amont que le brut est peut-être pas bonne et qu'il y a des actions à mener. Donc voilà, au niveau à qui on s'adresse, ben, on s'adresse à vous qui êtes dans la salle, donc les agences de l'eau, tout acteur qui est en responsabilité GEMAPI, c'est-à-dire syndicat mixte, les établissements de bassin, mais aussi les DSP. On travaille avec des acteurs de gestion d'eau potable qui sont soit en régie, soit en externe. On va travailler aussi avec les collectivités locales qui sont des fois propriétaires, que ce soit du PNR, du département, de la région, et tout autre acteur. Typiquement, on a les acteurs hydrologiques qui ont des impacts sur les mouvements hydrologiques de l'eau. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une présentation plus détaillée. J'espère que j'ai été dans les temps aussi. Voilà, vous pouvez contacter notre commercial Roman Schnell, qui est indiqué en tant qu'email sur la présentation. Merci à tous. Merci beaucoup. Et pour finir, je donne la parole à Karel Jallet, directrice commerciale de Néoperle. Est-ce que vous êtes là ? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Ah, super. Bonjour. Parfait. Alors, comme je disais, merci pour l'invitation et bravo à mes collègues qui sont restés dans le timing. Je vais essayer de faire de mon mieux pour aussi être dans les 5 minutes. Alors, une présentation de Néoperle. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est nous, on se positionne sur comment accélérer et concrétiser les actions du plan eau sur les 15% de la consommation qui correspondent aux usages domestiques, avec une sobriété hydrique positive. Alors, Néoperle, qui est-on? Alors, en fait, on est un groupe suisse-allemand. On est l'équipementier mondial de la robinetterie. Pour donner en fait une comparaison, on est comme le processeur Intel au niveau de la robinetterie, c'est-à-dire qu'on est un géant mais invisible, parce qu'en fait, en effet, on est une technologie intégrée. C'est un groupe de 2000 personnes, 14 filiales. On est présent depuis plus de 60 ans et chez vous, vous avez à coup sûr une dizaine, une quinzaine de produits incorporés dans vos différentes applications. Alors, slide suivante. Comme je l'ai expliqué, donc du coup, donc on est une technologie intégrée, donc invisible, avec des aérateurs, régulateurs de débit, des clapets anti-retour, flexibles, etc. Ce qui nous intéresse là aujourd'hui au niveau de la partie sobriété hydrique, c'est évidemment nos régulateurs de débit. Et c'est là en fait du coup où je fais en fait un point technique pour expliquer que c'est un produit qui a été mis en lumière, le mousseur, par les éco-gestes promus par le gouvernement lors de la publication du plan eau l'année dernière. Seulement, c'est vrai que c'est un produit, le terme générique mousseur floute, rend flou en fait, gomme un peu l'aspect technologique. Or, il faut faire la différence entre les aérateurs régulateurs de débit qui fixent le débit et ceux qui le limitent, puisqu'en fait, du coup, on n'a pas du tout le même impact sur la ressource en eau. Au niveau des éco-gestes qui étaient promus par le gouvernement, il y en avait un qui était d'utiliser des mousseurs et le deuxième qui était d'utiliser des douchettes hydroéconomes. Bon. Nous, notre position, c'est de dire qu'on peut aller aujourd'hui beaucoup plus loin, qu'on peut accélérer en fait justement les objectifs de moins 10% au niveau de la ressource en eau
et même que l'on s'inscrit aussi dans tout ce qui est l'objectif de développement durable avec le volet 6 au niveau de la gestion durable au niveau de l'eau. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez la clé en fait pour faire des économies d'eau, c'est réguler le débit en amont. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où, si on considère en fait les consommations, en fait, les usages domestiques qui sont 15% de la consommation d'eau en France, c'est-à-dire partout où il y a de l'eau qui coule, partout où vous avez un mitigeur, à partir du moment où vous régulez le débit en amont, vous avez non seulement directement un impact sur la ressource en eau, mais en plus, vous avez des économies entre 25 et 35% sur vos factures d'eau et factures d'électricité. Hop, slide suivante. C'est pour ça qu'on prône le concept de sobriété hydrique positive, qui est encore assez méconnu, parce que c'est vrai que souvent, la sobriété, même le terme sobriété, c'est vrai que ça a toujours un peu un aspect un peu punitif, entre guillemets. Or, si on utilisait en fait ces régulateurs de débit avec les débits idéaux, c'est-à-dire 3,4 litres au niveau de la salle de bain, 5 litres au niveau de la cuisine et 8 litres au niveau de la douche, non seulement c'est des produits qui sont faciles à installer, mais en plus il n'y a pas de perte de confort par notre technologie. C'est des produits qui coûtent quelques euros. On a un impact immédiat, c'est-à-dire que là je vois, la première entreprise donner un exemple sur Valence. Moi je suis moi-même basée à Barcelone depuis une quinzaine d'années. On est en alerte sécheresse donc depuis quelques semaines. Forcément, comme il n'y a pas eu d'anticipation, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait la pression en fait au robinet en amont va être limitée. Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas de régulateur de débit vont avoir en fait directement un filet d'eau sur l'ensemble de leur robinetterie. Disons que, et peut-être que les Pyrénées-Orientales s'orientent aussi vers ce même chemin. Là, l'idée, c'est de dire qu'on peut, avec une solution extrêmement simple et qui a fait déjà ses preuves depuis plus de 60 ans, on peut justement avoir un vrai impact sur la ressource en eau, et ça incite aussi que ce soit les collectivités ou même aussi les citoyens à faire justement un éco-geste dans ce sens. Slide suivante. Alors au niveau, vous à votre niveau, comment vous pouvez agir? Donc il y a deux axes. Le premier, équiper tous les bâtiments d'eau, donc tous les points d'eau, les rendre hydroéconomes avec les bons débits. Donc pour ça, nous on a différents intégrateurs Néoperl sur l'ensemble de l'Hexagone. Et le deuxième axe, c'est sensibiliser les populations au niveau de la sobriété hydrique positive. Et là, il y a deux volets. Il y a des kits hydroéconomes qui sont déjà développés dans une certaine mesure au niveau des collectivités, et encore beaucoup utilisent encore des limiteurs et non des régulateurs. Donc l'effet n'est pas forcément escompté, puisque en fait par méconnaissance, à partir du moment où on utilise un mousseur, on a l'impression qu'on a eu un impact sur justement les économies d'eau, ce qui n'est pas forcément dans la réalité. Mais c'est là le slide suivant. Un des exemples que je voudrais donner et que je voudrais finir avec celui-ci, c'est en fait un régulateur de débit 8 litres au niveau de la douche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la douche, c'est 30% de la consommation au niveau des foyers. Les douches sont à peu près à 12-13 litres par minute. Si on les régule à 8 litres, là je vous donne juste un exemple sur une agglomération de 100 000 foyers, c'est 2,1 millions de mètres cubes d'eau économisés, 12,7 millions d'euros sur la facture d'eau et 9,3 sur la facture d'électricité, puisque forcément c'est moins d'eau chaude chauffée. C'est un produit qui coûte moins de 3 euros. C'est un produit en plus avec un retour sur investissement en moins de 9 douches. Produit anti-inflation par excellence, parce que très honnêtement, je pense que si les Français connaissaient ce dispositif, il y aurait presque un levier de bouclier, parce que clairement c'est un produit qui permet de faire des économies immédiatement sur l'ensemble des factures d'eau et d'électricité de l'ensemble des Français. Et pour vous donner en fait un peu un comparatif, dans le secteur de l'hôtellerie, s'il y a quelques années, 2-3 ans, ils étaient passés à 8 litres, là aujourd'hui tout le monde s'empresse, les grands groupes hôteliers, de passer à 6 litres. Donc il n'y a vraiment pas de perte de confort à ce niveau-là. Et voilà. Et donc là, l'idée, c'est très bien avant de dire, voilà, on parle
Ce qui fait que pour conclure, qu'aujourd'hui on prend un peu plus la parole alors qu'on est un groupe spécialement relativement discret puisqu'on a laissé la communication à nos robinettiers et on a fait profil bas clairement sur cette thématique. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'on parle beaucoup de sécheresse, de plans d'action eau, etc. Moi, c'est vrai que sur l'ensemble des segments, je voyais pas forcément beaucoup d'actions au niveau du terrain. Et quand on sait qu'on peut avoir une action directe, une solution sur 15% de la consommation d'eau en France pour des produits qui coûtent le prix d'un stylo bille, sauf que justement il est durable et ça permet de faire des économies sur les factures d'électricité. Ben voilà, c'est une invitation aussi dans votre segment au niveau des collectivités locales et autres à agir pour justement pouvoir participer à cet effort au niveau de l'économie d'eau au niveau global. Merci, voilà. merci beaucoup. Khaled Jaleh, merci. Alors, on a, je crois, une ou deux questions dans le chat, Cyrielle. Oui, nous avons une question pour Monsieur Tricky qui reste en suspens. Je ne sais pas s'il est encore connecté. Oui, je crois. Oui, connecté. Parfait. Donc, quels sont les minéraux que vous apportez? Comment se fait la recharge? Et pouvez-vous nous donner des détails sur les procédés, gaz utilisés, etc. Surtout qu'il ne nous reste que 3 minutes. Allez-y. Je vais essayer d'être à moins de 30 secondes. Premièrement, ce sont les minéraux de base que vous trouvez dans la bouteille en plastique, du calcium, du magnésium, un peu de potassium. J'ouvre la discussion pour dire qu'on a 3 doctorants qui travaillent avec nous, avec l'Université de Limoges et l'Université de Gustave Eiffel. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus dans le détail et d'être capable de contrôler la minéralisation. Si vous êtes sportif, vous voulez un excès de magnésium, et on peut rajouter cela. On pourrait rajouter cela. Donc, on travaille sur cela. Après, le procédé, il y a 2 types de procédés pour la création d'eau. Un, c'est la condensation, refroidir pour créer l'eau. Et 2, c'est la dessiccation. Un brevet qu'on a déposé, c'est lier les 2 concepts pour faire la création d'eau de manière encore plus optimisée. Merci beaucoup, excusez-moi, j'ai donné le mauvais exemple, mon téléphone a sonné. Merci beaucoup, Ileb Tricky. Merci, pas d'autres questions? Eh bien écoutez, merci à tous, on va conclure. Je vous invite à vous inscrire à notre prochain événement du cycle de l'eau, jeudi 14 mars, qui sera consacré aux Outre-mer, des réponses sur mesure aux défis de la gestion des eaux, où nous étudierons 3 cas concrets à Mayotte, à La Réunion et à Guyane. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont suivis à distance et à nos pitchers, à nos intervenants. Bonne soirée.